Les parents d'élèves des établissements scolaires Lille et Pérou sous le choc après la lecture du rapport sur la vulnérabilité sismique des écoles. La FAPEG menace de porter plainte. La municipalité s'indigne et affirme que la fédération ne pouvait ignorer ce risque. Vers une reconnaissance du génie de Gérard Lauriette dit Papa Yaya, la célèbre école qu'il avait fondée va renaître de ses cendres. Une institution qui sera rebâtie grâce aux bras notamment des jeunes de l'école de la deuxième chance. Et nos assiettes sont-elles assez équilibrées? Le docteur Perianin souhaite faire des enfants les futurs ambassadeurs de la santé. Il présente cet après-midi dans une école la composition et la quantité d'une assiette équilibrée. Et enfin, nous irons dans le laboratoire de la savonnerie Les Jardins de Saint-Sauveur à Capestarbello. Cette société fabrique et commercialise des huiles, beurre, gel douche et savon à base de plantes et de fruits frais rigoureusement sélectionnés. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe en procès pendant des années avec l'Éducation nationale pour ses méthodes d'enseignement préconisent l'adaptation des manuels aux réalités culturelles des Guadeloupéens. L'œuvre de Gérard Lauriette dit Papa Yaya est sur le point de renaître de ses cendres. La région Guadeloupe, à l'aide des fonds européens, a décidé à financer des travaux de réhabilitation de sa célèbre école fondée en 1959 dans le quartier de Cayenne à Capestarbello. Une belle reconnaissance pour ce génie incompris. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Une deuxième chance pour cette école et ses 10 jeunes, c'est la mission de ce chantier d'insertion avec diplôme à la clé. On a pour vocation, donc, au travers de ce chantier avec les jeunes, donc, de les amener au titre d'ouvriers polyvalents du bâtiment. Et donc ils vont participer donc, à la rénovation de la maison qu'occupait Gérard Lauriette, qui va être transformée donc, à terme en musée pour pouvoir retracer un peu l'histoire et les traces qu'a laissé l'homme pour Cap-Esser et pour la Guadeloupe. Et l'autre bâtiment qui lui va être aussi aménagé, mais en salle de formation, pour rester aussi sur l'idée qu'avait Gérard Lauriette de l'éducation, qui doit être adaptée donc, à la réalité du jeune, donc un peu dans le cadre du processus que nous avons mis en place à l'école de la deuxième chance. Donc une formation tournée vers l'emploi. Pour Ludovic et Yasmina qui ont grandi dans ce quartier, réhabiliter ce site est l'occasion pour eux d'apprendre un métier, mais pas que. Je voulais apprendre à connaître les différents métiers des hommes, tels que la plomberie, la peinture, la maçonnerie. Et puis surtout la charpente aussi, parce que j'entends dire que c'est difficile et pour pouvoir après-demain apprendre à faire ma maison. J'habite à Cayenne, j'habite tout près, donc c'est pour pouvoir, quand je passe, dire à mes enfants que c'est maman qui a arrangé l'établissement, qui a nettoyé. Découvrir un peu ce qui est vraiment le bâtiment, la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie. Découvrir, voir ce qu'on peut faire avec ses deux mains. Ce matin-là, on a fait de la démolition et tout. À l'issue de ce chantier, si je vois que réellement ça me plaît, moi j'aurais aimé aller plus loin dans le domaine. Et pourquoi pas demain devenir entrepreneur? Pourquoi pas? Ce chantier, cofinancé par la région et la ville, a donc pour objectif de dynamiser ce quartier en aménageant également les espaces verts du site, tout en donnant accès à un meilleur avenir à ces jeunes stagiaires. Et aujourd'hui a eu lieu la journée portes ouvertes du centre de formation des apprentis de l'Université régionale des métiers de l'artisanat à Saint-Claude. Une journée pour découvrir les métiers d'un secteur où développement rime avec qualification et excellence. Reportage Karen Diama. Cette année, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, en plus de présenter un savoir-faire reconnu, a souhaité mettre l'accent sur les profils qui visent l'excellence. J'ai un BEP Vente Action Marchande, un Bac Pro Commerce, un BTS en négociation relations clients. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le commerce. Et après, vu que c'est ma passion la coiffure, je me suis dit, bon, il est temps, on se lance dans la coiffure. Donc je me suis rapprochée de l'URMA. Et j'ai commencé ma formation en CAP coiffure. Ça a été un peu difficile par rapport à mon âge puisque j'ai commencé à 26 ans. Donc pour trouver une entreprise, c'est pas facile. Et là, j'ai eu mon CAP sans entreprise puisque j'ai perdu mon entreprise la première année. Donc j'ai dû passer le CAP sans entreprise. Là, je passe le BP à l'âge de 30 ans. Autre profil, celui de Jennifer, qui a choisi l'URMA après une expérience professionnelle. Avant d'arriver à l'URMA, j'ai fait 2 CAP, un CAP esthétique et un CAP coiffure.
Ce qui m'a poussée à aller plus loin dans mon cursus, ça a été de me dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises. On est en Guadeloupe, pourquoi pas nous se lancer, nous jeunes Guadeloupéens se lancer en fait dans le domaine de la coiffure. Donc mon but c'est ça, d'aller plus loin. Je ne veux pas travailler que pour un patron, j'ai envie de poser mon édifice, voilà, tout simplement. Des expériences aussi diverses que variées qui méritaient d'être mises en avant. Bien sûr, les jeunes intéressés par la coiffure sont très curieux. Alors ils posent des questions au niveau de nos techniques, ce qu'on a à apprendre sur les différentes matières, au niveau de nos outils et de l'examen. Comme ces 3 jeunes femmes, plusieurs autres étudiants choisissent chaque année l'URMA pour acquérir une formation diplômante. Vous savez, nous tendons à aller vers l'excellence. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers. Aujourd'hui, il y a une demande et nous, en tant qu'artisans, nous sommes là pour pouvoir former les jeunes. Et je pense qu'ils sont la meilleure école. Avec les artisans, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et les apprentis sont là, donc il y a une grosse demande. Nous allons y veiller, nous allons être veillattifs, oui. Une nouvelle journée porte ouverte est prévue ce vendredi 23 mars sur le site du Rézé. La mobilisation des parents d'élèves des établissements scolaires de l'Île-et-Pérou à Capesterre-Belle-Eau se poursuit suite à la révélation du rapport sur la vulnérabilité sismique des écoles qui indique un risque extrêmement élevé. La FAPEG avait demandé aujourd'hui aux parents de ne pas emmener leurs enfants à l'école. Une situation aberrante pour la municipalité qui affirme avoir averti la communauté scolaire depuis 2009. Reportage Yvan Lemar. Selon la municipalité, la fermeture des écoles de l'Île-et-Pérou pour des raisons de sécurité avait été évoquée clairement depuis 2009, une décision rejetée dès le départ par la FAPEG. Décembre 2009, nous sommes venus à la cantine d'Île-et-Pérou, nous avons évoqué le fait que finalement qu'il y aurait une nouvelle école qui sera l'école des flamboyants, qui acceptera à la fois l'école primaire et l'école maternelle, et où j'ai entendu celui qui le dit aujourd'hui dire qu'il fera tout pour que l'école d'Île-et-Pérou ne ferme pas. Selon le maire, le transfert des élèves était prévu pour septembre prochain, mais il pourra finalement être fait dans les plus brefs délais. Comme il le demande tout de suite, il n'y a pas de problème. Nous ferons tout ce qui sera dans notre pouvoir pour pouvoir enlever dès demain matin s'il le faut. Eh bien, je peux le dire, aujourd'hui il reste une semaine de classe. Eh bien, pour la rentrée des vacances de Pâques, eh bien, nous prendrons les mesures nécessaires pour qu'il y ait transfert de ces enfants, que ce soit en maternelle, que ce soit en primaire. Concernant le transfert des 2 entités sur le même site, cela n'est pour le moment pas envisagé par la mairie. S'il me donne une école maternelle qui peut accepter les enfants, parce qu'il y a tout l'environnement, il faut des toilettes adaptées et compagnie, que dans une même école, je ne vois pas aujourd'hui où je pourrais le faire. À moins qu'ils veulent aller comme à l'école de Cambrefort, eh bien, je vais examiner les choses avec une certaine clairvoyance, non pas avec des idées d'a priori, mais je me demande quel parent qui acceptera de faire le transfert de ses enfants jusqu'à Cambrefort par rapport à la desserte. Une chose est sûre, les établissements seront fermés et ne seront pas reconstruits. Une réunion sur ce dossier est prévue demain après-midi. Et en Guyane, une nouvelle monnaie a fait son apparition sur le marché. Il s'agit du couac. Elle a été créée par une association appelée Couac la Guyane afin de favoriser le développement local et durable. Il est ainsi possible d'échanger des couacs contre une pâtisserie. Reportage Ayodele Germain. La tortue lutte qui pond ses œufs sur les plages de Guyane, l'histoire, la richesse de sa culture et son or représenté sur les 5 valeurs faciales de ses tout premiers couacs. Nicolas Quillot est le graphiste qui a réalisé ces dessins. On a voulu vraiment jouer sur analogie entre le couac, donc le mot du billet couac, et la farine, le couac, les grains de couac. Donc on a voulu accentuer cette analogie par clin d'œil et par amour aussi en jouant avec l'or, montrer un objet qui est très peu coûteux, qui est beaucoup produit en Guyane, le couac, et l'or qui est le symbole de la richesse guyanaise. Le concepteur est catégorique, ces billets sont à l'épreuve des faussaires. C'est un billet qui est ultra sécurisé, notamment par 2 points. On a ici un léger filet technique, en fait, un filet
un filet de sécurisation. Les commerçants qui sont tous équipés d'un détecteur de faux billets, une lampe bleue, une lampe à UV, verront apparaître des légers traits comme des petits couacs, des petits traits comme ça qui montrent que le billet est vraiment unique. Donc c'est une technique d'impression qui est assez poussée. Donc on souhaite bon courage aux éventuels prétendants à la falsification. Ça va être très dur à falsifier, ils sont très sécurisés. Le couac est une monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Elle ne vient pas en remplacement de l'euro. C'est en plus de l'euro, on peut utiliser cette monnaie-là aussi sur le territoire qui est défini. D'accord ? Donc c'est-à-dire que là par exemple on a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 couacs, donc on a 5 billets. Mais en admettant que voilà, vous ayez un billet de 10 couacs, mais que ce que vous achetez coûte 9,50 € et que le commerçant accepte les couacs, bien sûr, vous allez lui donner ce billet de 10 couacs, mais pour vous rendre la monnaie, il n'aura pas le choix que de vous la rendre en euros. Dans cette phase de lancement, 30 000 couacs seront mis en circulation auprès des 200 partenaires, entreprises, associations et particuliers membres de l'association Couac la Guyane. Le but affiché, renforcer l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'idée, c'est aussi d'aller dans le sens de la valorisation des productions locales, des savoir-faire locaux. Donc c'est aussi bien pour des biens et des services qu'on peut utiliser cette monnaie, et aussi pour renforcer l'économie circulaire et les circuits courts de production et de distribution, voilà, et de recyclage. Voilà. Donc c'est une consommation qui est plus responsable d'un point de vue environnemental. Le couac guyanais rejoint la cinquantaine de monnaies locales qui existent en France, telles que l'éole à Brest, la gabar à Tours ou l'élève à Chambéry, avec la particularité d'être la première monnaie locale complémentaire d'envergure régionale. Et retour chez nous en Guadeloupe où la semaine dédiée à l'enseignement libre se poursuit. Ce matin, les élèves étaient invités à s'exercer à l'impression en 3D à l'Université des Antilles. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter, Patrick Curie. Pour sa 11e édition de la semaine, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre propose différents ateliers autour de la science et notamment de la découverte de l'imprimante 3D de façon ludique. L'objectif de cette semaine est de faire découvrir aux enfants les sciences de façon diverse, puisqu'on sait que les sciences c'est un monde qui est plutôt vaste. Et donc nous avons mis en place plusieurs ateliers avec différents intervenants dans l'objectif bien sûr de faire découvrir les sciences d'une façon passionnante et ludique. Une imprimante 3D, ça fonctionne un peu comme une imprimante qu'on a à la maison. Donc l'imprimante qu'on a à la maison, on va venir déposer de l'encre sur une feuille de papier. Sauf qu'avec l'imprimante 3D, on va venir on a un filament de plastique qu'on va venir faire fondre, venir déposer une première couche, ensuite une seconde couche, une troisième couche, etc. jusqu'à faire l'objet. Une démonstration fortement appréciée par ce jeune public captivé et très intéressé par cette nouvelle technologie. Alors que c'est génial, qu'on peut faire plein de choses avec. Par exemple, s'il a on ne peut pas faire, mais les petites choses, on peut le faire en plusieurs morceaux. Mou et dur. Si par exemple on va avoir quelque chose de gros, il faut qu'on aille sur un logiciel et après on décide ce qu'on veut et après un autre logiciel va le découper et après ça va sortir sur l'imprimante. L'imprimante 3D peut être utilisée de plusieurs manières pour remplacer des objets cassés tels que des boutons de télécommande, mais également en médecine ou encore en chirurgie dentaire. Autant d'utilisations révolutionnaires pour cette imprimante nouvelle génération. Et dans quelques années, vous pourrez surveiller votre maison à distance ou encore votre rythme cardiaque sur l'écran de votre téléphone. C'est en tout cas le pari des industriels qui misent sur l'industrie connectée. L'occasion pour les acteurs d'aborder la transition numérique dans nos territoires lors de la 8e édition de la Semaine de l'Industrie qui se déroule en ce moment même en Martinique. Reportage Sandrine Claude. Nous avons aussi recruté 70 jeunes sur la Martinique et sur les 3 dernières années avec une augmentation de nos effectifs de plus de 40 personnes. L'industrie, un secteur qui recrute. À travers plusieurs visites d'entreprises, pour les dirigeants, cette semaine, c'est surtout l'opportunité d'attirer leurs potentiels futurs salariés, les scolaires. Leur donner un peu le goût des métiers qui existent en Martinique et
Et en plus, en ce moment, je dirais qu'on a des opportunités avec la transition énergétique, la transition numérique. C'est de l'emploi, c'est des opportunités de métier, c'est des opportunités de valorisation du patrimoine de la Martinique. Donc c'est bien d'en parler aux jeunes maintenant pour qu'ils puissent se projeter et choisir les bonnes filières. Cette année, c'est la digitalisation qui est mise en exergue. Le processus n'est pas réellement en vogue sur l'île. Amélioration des performances, réduction des coûts, c'est pourtant un atout non négligeable pour les entreprises. Plus une entreprise grossit en taille, plus on a du mal à suivre complètement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc l'intérêt, c'est justement de récupérer des informations, de les synthétiser, d'avoir des tableaux de bord de suivi qui nous permettent d'avoir des indicateurs de performance, de la qualité, de fonctionnement de notre entreprise, savoir où est-ce qu'il faut faire des efforts, où est-ce qu'il faut mettre en place de nouveaux processus, améliorer les processus. Devenue incontournable, la transition digitale a tout de même un coût. L'investissement est particulièrement difficile pour les PME. La Chambre de commerce et l'industrie de la Martinique accompagnent tous ceux qui sont de taille plus réduite, pour lesquels le process et la transformation coûtent cher. Et donc nous avons un programme d'accompagnement des entreprises martiniquaises de plus petite taille à leur transformation digitale. 7 entreprises ont accepté cette semaine d'ouvrir leurs portes aux scolaires, une démarche qui pourrait pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous découvrirez les coulisses du laboratoire de l'unique savonnerie de la Guadeloupe située à Cap-Estarbello. Et puis rencontre avec un jeune Mike, un jeune crabielais qui apprivoise l'animal depuis sa plus tendre enfance. Savez-vous que le citron améliore le système immunitaire, que la tomate est un antioxydant qui prévient les cancers, en particulier celui de la prostate, et que le romarin renforce la mémoire? Pour de nombreux spécialistes, les remèdes se trouvent dans nos assiettes. Ainsi, le docteur Perianin a choisi de lever une nouvelle génération d'ambassadeurs. Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie, Moïse Dexter. Comment bien manger? C'est le thème du débat mené par le docteur José Perianin avec les élèves de CM2, un moyen utilisé pour donner les repères suffisants pour manger équilibré. On leur a donné des repères pour mieux utiliser ces produits, pour mieux manger, pour mieux les choisir. Ne pas tomber, se laisser berner par les produits à la mode, tous les produits sucrés qui remplissent les linéaires de supermarché, qu'ils apprennent à mieux choisir les produits naturels, les produits bruts, pour que leur maman et leur papa leur préparent des repas faits à la maison, plutôt que des produits cuisinés qu'on achète tout fait, ou bien des produits de fast-food, par exemple, dont les enfants sont si friands. Des échanges riches où tous les repas ont été revus. Un bon petit déjeuner, pour moi, c'est un petit déjeuner avec des fruits, des choses pas trop grasses, qui sont bonnes plutôt, des choses qui ne sont pas non plus très mauvaises pour la santé. Par exemple, le coca. On va pas boire du coca au petit déjeuner. On va prendre du lait, on va prendre du pain, des fruits même, des fruits secs aussi, tout ce qui est bon pour la santé. Moi, je prends ça le matin, le week-end ou même en semaine. Un bon repas, c'est quand on ne mange pas trop salé, trop sucré, trop gras. On respecte la quantité qu'on n'ait pas le ventre plus gros que les yeux. Respecter ce qu'on doit prendre, 5 fruits et légumes par jour. Manger un peu de tout, des légumes, boire beaucoup d'eau, manger des féculents aussi. L'objectif de la rencontre, éduquer, informer la jeune population afin d'éviter tous les troubles liés à une mauvaise alimentation, mais surtout faire de ces jeunes des ambassadeurs au sein de leur famille. Et dans quelques jours, ce sera Pâques. Vous serez nombreux à profiter de vos proches autour d'une belle tablée pour déguster un calalou. Les attrapeurs de crabes ont déjà préparé d'ailleurs leurs appâts, crabielais, une tradition qui se transmet de père en fils. Voyez le reportage de Karen Diama. À tout juste 15 ans, Mike est crabielais depuis son plus jeune âge, une tradition familiale qu'il continue d'honorer. Depuis petit, on fait ça. Famille, on m'a levé à danser ça. Depuis que 10 jours, ça a fait au moins 4 ans, 5 ans qu'on fait ça. Comme à l'école, qui n'a ça a bon l'argent de poche. Moi, j'ai un bus pour moi acheter
Ça n'y a acheté matériel en main. À l'approche des vacances scolaires, le jeune collégien a mis en place un dispositif de 12 pièges qui lui permet de rapporter entre 9 à 12 crabes par jour. Un roulement qui lui procure quelques centaines d'euros, de quoi oublier le dur labeur. Non, ça paraît, c'est juste à faire des boîtes en main et tout, à prendre canne et tout. À boire là, à construire bit en main, depuis envoyer, à mettre depuis ni tout. Et à moins de 15 jours de Pâques, son oncle Ronnie a planté ce matin des madères dans le jardin familial. Moi, j'ai fait madère, on faire madère, un cochon, c'est à nourrir. Alors, madère là, vous avez planté pour qui bite? Pour Pâques, par exemple? Pour pas couper, pour feuille, là, pour qu'elle a mélangé en crabe là, fait à la loup. Pour vendre leurs crabes, leurs madères et leurs autres produits, la famille se rend le week-end au marché de Pointe-à-Pitre. Et culture toujours, l'exposition actuelle consacrée à Garcia Marquez et à Édouard Glissant s'est récemment enrichie de l'acquisition de pièces rares de la collection personnelle de l'écrivain martiniquais, des masques et peintures appartenant aux poètes que nous propose de découvrir ce soir Yvan Lemar. Ces œuvres sont issues du complément de la collection personnelle d'Édouard Glissant, acquise par la région Guadeloupe. Elles sont disponibles depuis quelques jours, après plusieurs mois de restauration à Paris. Toutes les œuvres qui sont exposées font partie de la... Et nous reviendrons sur ce reportage dans un instant, mais depuis hier, un objet insolite occupe les jardins du Mémorial Act. Il s'agit de la boîte Camero, une chambre noire géante élaborée par le photographe Nicolas Nabajotte qui a accepté ce soir d'être des nôtres. Pour nous en parler, Nicolas Nabajotte, n'hésitez pas à entrer. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la première fois que l'on reçoit un photographe sur ce plateau. Dites-nous à quoi correspond cette boîte géante que l'on peut voir juste derrière vous, Camero. Camero, en tout cas, donc c'est une boîte, une chambre noire, dont l'objectif est de permettre aux gens de découvrir comment ça se passe à l'intérieur d'un appareil photo. Quelle est la démarche pédagogique, puisque ça répond, il s'agit d'une exposition itinérante, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Moi, l'objectif avec ce travail-là, c'est un peu de permettre aux gens de, comment dire, de populariser un peu l'outil de la photographie et de comprendre surtout comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tous, on est équipés d'appareils, on a des portables, tout le monde est au numérique, mais au final, on se préoccupe plus trop de comment l'image se forme, comment l'image apparaît. Voilà. Là, vous adressez en particulier à la jeune génération? C'est vraiment tout public en fait, donc puisque là on a commencé avec le tout public et à partir de début avril, là je vais vraiment commencer puisque la boîte elle est là jusqu'au mois de juin. On va travailler essentiellement avec le public scolaire à partir de début avril. Voilà. Alors nous n'avons pas d'image ce soir pour le moment de ce qui se trouve à l'intérieur, mais vous êtes là ce soir pour nous expliquer ce qu'on peut retrouver dans cette grande boîte Camero. Écoutez, comment ça fonctionne? Je vous dis, l'idée c'est qu'on s'installe à l'intérieur. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi. Ça paraît peut-être pas comme ça visuellement, mais en tout cas, il y a confortablement, on peut s'asseoir. Juste devant, vous voyez un petit cercle qui forme le haut du Camero. En fait, c'est notre entrée, c'est notre objectif en fait qui va nous permettre, voilà. Donc, on y arrive. Exactement. Donc, qui permet à la lumière par l'intermédiaire du soleil de pénétrer à l'intérieur de la boîte et donc de nous permettre d'avoir une projection de ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de la boîte. C'est difficile aujourd'hui en 2018 d'être photographe. Est-ce que ça vous agace de voir ce développement des appareils numériques? Nous sommes tous des mannequins maintenant sur les réseaux sociaux, nous sommes tous beaux. Écoutez, non, enfin oui et non. Nous, moi je pense qu'en tant que photographe, c'est très positif qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la photo, je veux dire surtout dans nos territoires. Ensuite, effectivement, il y a peut-être des secteurs de la photographie où c'est un petit peu plus difficile. Et puis, il y a d'autres secteurs de la photographie où on a encore toute la possibilité de travailler. Je pense qu'il y a vraiment encore un champ très, Est-ce que la ouvert. technologie argentique a encore de l'avenir? La technologie argentique, voilà, j'espère que le projet Camero montre que l'argentique a encore sa place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ce projet-là, moi, je développe des procédés un petit peu alternatifs pour obtenir l'image. En général, on utilise un révélateur, des chimies un peu spéciales qu'aujourd'hui on a du mal à trouver, qu'il faut commander. Et là, on est en train d'expérimenter des procédés alternatifs avec des produits locaux ou des produits qu'on peut trouver simplement, voilà, dans le commerce, comme le café ou voilà. Donc, j'ai fait des expérimentations
il y a la semaine dernière, ça marche très très bien. Et justement avec une consoeur qui est plutôt vidéaste qui m'apprend un peu ces techniques-là. Et on va bientôt travailler avec des fleurs. Donc avec comment dire, la chlorophylle qu'il y a dans les fleurs nous permettent aussi d'obtenir des images. Donc voilà, on est en train d'expérimenter. Donc je pense que là aussi, le champ est libre en termes d'argentique pour pouvoir revenir à ce procédé-là, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de commander de la chimie. En tout cas, c'est ce que samedi j'ai découvert, pour pouvoir être encore en argentique. Voilà. Nicolas Navajotte, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que le projet Camero est disponible, sera encore dans les jardins du Mémorial Hack jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin, voilà. Merci. Est-ce que vous saviez qu'il existe une véritable savonnerie en Guadeloupe? J'en ai entendu parler. Jamais encore allé, mais... Elle s'appelle les Jardins de Saint-Sauveur. Elle est située à Capesterre-Belle-Eau. Elle fabrique des huiles, des savons, des shampoings à base de produits rigoureusement sélectionnés. C'est un plaisir pour l'essence, notamment pour la peau, découverte avec Anne-Elisabeth Artsen. Inspiré par son père, Charles, l'agriculteur devenu producteur, dirige une petite entreprise familiale, fournisseuse de produits cosmétiques naturels à base de fruits locaux. Après avoir fait pendant plusieurs décennies la culture de fleurs, de bananes et notamment de roses, en fait mon père, depuis quand j'étais jeune, qui avait voulu faire de la diversification agricole, qui avait planté d'ailleurs à l'époque une avocataie, il avait du mal à écouler la production, avait eu l'idée de faire de l'huile d'avocat. Moi, quand j'ai repris cette affaire, après le départ de mes parents, j'ai conçu, donc j'ai fait une extraction par presse. Nous avons donc ce résultat-là aujourd'hui et nos produits sont présentés dans la plupart des rayons parapharmaceutiques des grandes surfaces et sont déjà très appréciés de la clientèle guadeloupéenne. En Martinique aussi, produire en Guadeloupe, c'est pas facile, hein. Il faut importer toutes les matières premières, tous les ingrédients, synchroniser tout ça. Des huiles, en passant par les gels douche ou encore le savon à base de plantes, tout est fabriqué directement dans cet atelier. C'est un complexe de 4 machines. Il y a un premier mélangeur en haut, qui permet donc de verser les bondillons que l'on reçoit, qui sont des matières premières extra, saponification d'huile de palme et d'amande de palme. Dedans, on incorpore donc nos huiles pour surgraisser les savons, ainsi qu'un petit peu de colorant et de parfum, puisque le parfum est quelque chose de très important pour les savons. Et ensuite, cela tombe dans un lamineur qui écrase, permet de faire pénétrer les ingrédients dans la matière première. Ensuite, il y a un extrudeur, une barre de savon qui sort, que l'on découpe, que l'on met en poids et que l'on met sur des traits à sécher qu'on va emballer sitôt après la fabrication terminée. La savonnerie, spécialiste de l'huile vierge de coco ou encore d'avocat, peut produire en 3 jours environ 8000 de ces savons aux senteurs locales, fabriqués artisanalement au jardin de Saint-Sauveur à Capesterre-Belle-Eau. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Capesterre-Belle-Eau, les Saintes et dans le centre-ville de la ville des Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir dès 18h, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destréland à Bemao, tout l'après-midi de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 20 mars. Nous l'avons vu ce soir. Les parents d'élèves des établissements scolaires L'Île et Pérou à Capesterre-Belle-Eau sont toujours mobilisés. Ils sont sous le choc après la lecture du rapport sur la vulnérabilité sismique des écoles. La FAPEG menace de porter plainte, mais la municipalité affirme que la fédération ne pouvait ignorer ce risque. Et puis la célèbre école de Gérard Lauriette, dit Papa Yaya, fondée en 1959, va renaître de ses cendres. Une institution qui sera rebâtie grâce aux bras notamment des jeunes de l'école de la deuxième chance et financée par la région. Et puis nous l'avons vu, nos assiettes sont-elles assez équilibrées? Le docteur Periana, pédiatre, a décidé de faire de la nouvelle génération des ambassadeurs de la santé. Il présentait cet après-midi dans une école la composition et la quantité d'une assiette pour rester en bonne santé. Et puis nous sommes allés ce soir au laboratoire de la savonnerie Les Jardins de Saint-Sauveur à Capesterre-Belle-Eau. Cette société fabrique et commercialise des huiles, beurre, gel douche, savon à base de plantes et de fruits frais rigoureusement sélectionnés. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.